nous vous retrouvons pour un nouveau numéro de Sport à la Une. Merci de votre fidélité. Ce soir, focus sur les Jeux Olympiques de la jeunesse que le Sénégal doit accueillir dans 2 ans. Un choix entériné par le CIO il y a un peu plus d'une année, où on est notre premier pays africain à accueillir un événement olympique. La pose de la première pierre du stade olympique tarde à être effective. Certaines disciplines n'ont pas encore démarré leur travail de détection, encore moins de préparation. Pour autant, doit-on s'inquiéter car le défi est immense? C'est notre dossier du jour. Ibrahim Awad, coordonnateur du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, est notre invité. Il sera également accompagné par Ablaye Kam, journaliste sportif et président de l'ANPS. Les infrastructures essentielles à la réussite de tout grand événement sportif. La Fédération sénégalaise de football a désormais les mains libres pour réfectionner le stade Demba Diop et en faire un bijou. Un protocole d'accord ayant été signé avec l'État via le ministre des Sports. Football, on attend de savoir demain le sort réservé au Sénégal pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le tirage au sort aura lieu demain au Caire avec 10 poules de 4 équipes. Les Lions sont dans le chapeau 1. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur la TFM demain à partir de 16h30. On parle de football chez nous. Teungueth FC enchaîne une 4e victoire d'affilée. 5 au total depuis le début du championnat. Les Rufisquois sont leaders de la Ligue 1, suivis par l'AS Douanes. De tout ça, nous allons parler dans cette émission. Nous retrouverons bien sûr Momodou Ndiaye dans les buzz du web. Bienvenue à tous. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir à nos invités et aux téléspectateurs. Monsieur Watt, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir cher Tidiane, bonsoir Abdoulaye. Merci d'avoir accepté notre invitation en honneur. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir mon cher ami cher, bonsoir Président Wad. Très bien, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord on comprend un peu le décor. Monsieur Wad, avec ces Jeux Olympiques de la jeunesse qui, vous le savez, seront abrités par Dakar en 2022, le premier événement de toute l'histoire olympique organisé sur le continent africain. Il y a un peu plus d'1 an, plus précisément le 9 octobre 2018 dernier, le Sénégal était désigné comme pays organisateur des prochains Jeux Olympiques de la jeunesse. Ils revêtiront une importance historique, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour le reste du continent, dixit Thomas Bach, le président du CIO. Alors, monsieur Wad, tout de suite, un peu, donc pour camper le décor, comme je le disais, parlez-nous un peu de cet événement, ce qui représente pour le Sénégal le défi auquel vous êtes soumis comme pays, comme organisation. Merci beaucoup, Mme Fatou. Je voudrais à nouveau vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de venir présenter devant les téléspectateurs, devant les Sénégalais, un point d'étape sur la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Je voudrais donc, comme je l'ai dit, saluer cher Tidiane et surtout mon ami Abdoulaye, avec qui j'ai l'honneur de partager ce plateau. Alors, vous l'avez dit, les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est vraiment un honneur qui est fait à l'Afrique. Un honneur qui est fait à l'Afrique, parce que comme on a l'habitude de dire, les anneaux olympiques, c'est 5 anneaux. C'est une représentation symbolique des 5 continents. Ouais. Jusqu'ici, des Jeux Olympiques ont été organisés partout, sauf pour couvrir le 5e anneau qui était l'Afrique. De façon historique, à Pyeongchang, en février 2018, le CIO a pris une décision qui était de tenter l'aventure d'aller organiser des Jeux Olympiques en Afrique. Bien entendu, en commençant par les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et depuis Pyeongchang, donc, les candidatures ont été ouvertes. Et je voudrais saluer la clairvoyance du président Momodou Ndiaye, président du comité olympique. Et je me souviens de cet après-midi, quand il était revenu de Pyeongchang, il nous a dit, il a réuni l'équipe, il nous a dit, nous allons porter la candidature du Sénégal. Parce qu'en vérité, les candidatures sont portées par les comités nationaux olympiques. Pour nous, c'était véritablement une gageure, un gros défi. Mais nous nous y sommes mis, nous avons travaillé pendant pratiquement 10 mois. À côté du Sénégal, je le rappelle, c'est important, il y avait la Tunisie comme pays candidat, il y avait le Nigeria comme pays candidat et il y avait le Botswana. Mais le dossier du Sénégal a fait la différence et cela a été consacré par ce choix à l'unanimité devant le président Macky Sall à Buenos Aires et toute la communauté olympique. Alors, une chose est de gagner l'organisation des Jeux Olympiques, mais une chose est de pouvoir se mettre
dans la peau et dans l'ambiance du travail. Qu'est-ce qui a fait la différence, la candidature du Sénégal par rapport à la Tunisie, un pays quand même qui a énormément d'infrastructures ici au Sénégal? On sait que vraiment de ce côté-là, c'est pas loin d'être le néant. Mais justement, qu'est-ce qui a fait la différence? La personne du président Diagne Ndiaye, le chef de l'État, Macky Sall? Alors, je dois d'abord dire que contrairement à ce que nous pensons, peut-être que nous sommes trop dans le bain, le dossier du Sénégal a été robuste. Il a été robuste pour beaucoup de raisons, parce que nous avons une bonne politique sportive. Nous sommes un pays avec des infrastructures de dernière génération. Nous avons particulièrement à Buenos Aires insisté dans le dossier de candidature du Sénégal sur le niveau des infrastructures, qu'elles soient sportives, qu'elles soient infrastructures d'une manière générale. Parce que quand on regarde l'état du pays, au niveau infrastructure sportive, au niveau des infrastructures de mobilité, qui était un projet, je dois l'avouer, et le CIO a estimé que ces projets étaient assez structurants pour pouvoir, de façon, et tout à l'heure j'espère qu'on entrera sur les niveaux des infrastructures et les sites qui sont retenus, a estimé donc le CIO que le dossier de candidature est suffisamment préparé. Mais je dois aussi avouer, très sincèrement, qu'il y a eu le poids d'un homme, d'une personne, Mamadou Diagne Ndiaye, qui est respecté au sein de la communauté olympique et qui a su, par sa respectabilité et son honneur, pouvoir faire pencher la balance. Mais en tout état de cause, quand on a mis ensemble les différents projets, le dossier du Sénégal était de loin, parce qu'il y avait aussi d'autres dimensions comme des problématiques sécuritaires et de stabilité. C'est des dimensions qui ont aussi pesé sur la balance, qui ont fait que la candidature du Sénégal a été retenue. Très bien. Alors, Monsieur Wade, il est difficile de parler de soi, donc du coup, je vais passer la parole à Ablaye, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est une énorme responsabilité que de coordonner ces JOJ. Ablaye, d'après vous, pourquoi, Monsieur Wade? D'ailleurs, on en profite aussi pour saluer la persévérance de Mamadou Ndiaye, parce que c'est pratiquement un exploit olympique que de l'avoir sur notre plateau. Merci à Mamadou qui a insisté, qui est parti le voir, qui n'a pas lâché, comme un vrai journaliste. Ablaye, pour vous, pourquoi Ablaye Ibrahima Wade a été choisi comme coordonnateur de ces JOJ? Ce que je dois dire, c'est que Mamadou Ndiaye, il faut le féliciter, parce que quand même, je sais très bien que ce n'est pas facile de mettre là, mais c'est juste par rapport à ses responsabilités qu'il incarne d'abord au niveau de l'État. Tout le monde se souvient quand même qu'il a été, si je ne m'abuse, le premier secrétaire général du gouvernement sous l'ère Wade, vous vous souvenez. Il a été au niveau du boss, et ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'on l'a complètement détaché pour qu'il s'occupe exclusivement de ce dossier-là. Un dossier au sein duquel il a été au cœur, parce qu'effectivement il y a eu Mamadou Diagne Ndiaye comme capitaine qui a mis en place une task force. Moi j'ai eu juste la chance d'être présent ce 8 octobre dont vous parlez tout à l'heure à Buenos Aires. Par acclamation debout, j'ai vu les membres du CIO attribuer cette organisation-là au Sénégal, devant le premier des Sénégalais, le chef de l'État, Macky Sall. Donc je savais très bien qu'ils étaient en train de travailler, mais ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Ça aussi c'est extrêmement important dans un pays où à chaque fois que tu poses une première pierre, tu appelles tout le monde. Eux, ils ont travaillé à Katimini. Il y avait Seydina Ndiane en tant que cheville ouvrière, il y avait Babacar Makhtar Wade, il y avait Baydi Agne. Il y avait lui, il y avait Mamadou Diagne Ndiaye, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec maintenant tout le comité exécutif du comité olympique qui poussait. Et il y avait aussi l'apport du chef de l'État du Sénégal, parce que depuis la Chine, effectivement, il a donné l'onction de l'État du Sénégal de pouvoir abriter ces routes-là. Et je dois dire, vous avez parlé tout à l'heure de la Tunisie, mais il y avait aussi le Nigeria, il y avait le Botswana. C'était extrêmement important. Et quand le Sénégal a gagné, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est dans leur discours. Ce qu'ils disaient, c'était pas les Jeux, c'était pas Dakar 2022 qui était mis en avant, mais c'était plutôt les Jeux africains, les Jeux de l'Afrique. C'était important. C'est d'autant plus important on est porte-étendard de tout un continent, là, pour le coup. Donc, comme il y avait Nankin, il y a eu Singapour, il y a eu Buenos Aires, et comme il l'a rappelé tout à l'heure, Thomas Bach tenait à ce que ces Jeux viennent en Afrique, et on a eu la chance de les décrocher. Mais je pense aussi que c'est important, quand il est revenu ici, il a dit que c'est un test. C'est pourquoi moi, sur ce niveau-là, je refuse de prendre la posture du journaliste. Je me vois plutôt sénégalais, mais au-delà, je me vois aussi africain, qui a besoin de voir, avant
de mourir, bien sûr, les Jeux olympiques venir chez nous. Donc c'est un test extrêmement important. Nous avons eu la chance, depuis la création de la Coupe du Monde en 1930, une seule fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qui a eu un tournoi mis en place par Sepp Blatter, et une seule fois on l'a organisé, je crois que vous étiez là-bas en 2010. Là, les Jeux olympiques, nous voulons que ça vienne, mais ça passe d'abord par une très grande organisation que le Sénégal doit relever. D'où le défi véritablement de l'organisation. Justement, Ablaye, vous savez que ce défi de l'organisation, quand même, je pense quand même c'est le principal défi. Vous le savez très bien. Les Occidentaux, à chaque fois que l'Afrique organise, ils ont l'œil, ils se préparent déjà à l'échec. Oui. Beaucoup de Français, j'ai même entendu des journalistes français qui étaient sceptiques. Je me souviens, oui. Ils disaient que est-ce que le Sénégal a les épaules pour abriter un tel événement? Oui, mais ça aussi, ce sont généralement les Européens, il y a certains qui fonctionnent comme ça. Vous savez, aujourd'hui, même la Coupe du Monde au Qatar, ils disaient que ce n'était pas possible. Ils croient que l'Europe doit être l'épicentre du sport mondial. C'est eux, les autres ne savent absolument rien faire. C'est pourquoi souvent, je l'ai dit même dans une émission ici, il y a eu des médias occidentaux qui essayaient de torpiller tout simplement l'organisation du Sénégal. Moi, je refuse de me mettre dans cette posture-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette affaire, c'est une affaire sénégalaise d'abord. Ce n'est pas une affaire du régime de Macky Sall, ça va au-delà de la personnalité de Mamadou Ndiaye, c'est une affaire de l'Afrique. Il faut qu'on montre que nous sommes capables. Quand on nous a donné la Coupe du Monde en 2010, ils ont cru que nous n'étions pas capables. L'Afrique du Sud a organisé mieux en termes même de recettes et tout, mieux que l'Allemagne. Même la Russie, quand on lui a accordé la Coupe du Monde, c'est le même procès qui a été fait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la Russie? Et aujourd'hui, ce sont eux qui vont aller en Russie. Ils disent que c'est la meilleure Coupe du Monde. C'est la meilleure Coupe du Monde. Et il faut aussi que les gens comprennent. Les champions du monde d'athlétisme, en 2013, c'était le pareil. J'y étais en 2013 à Moscou. C'était totalement réussi. Le Qatar aussi certainement va réussir ce qu'il va réussir, mais il va falloir que chez nous aussi qu'on réussisse et qu'on indique cette voie-là. Ce matin, je crois que bien dans une interview que Babacar Wade avait accordée, il disait qu'effectivement c'est important. Si le Sénégal réussit, c'est une porte ouverte en perspective des Jeux Olympiques, je ne sais pas quand, mais si le Sénégal échoue, Sénégal est un cobaye. Voilà, c'est un véritable cobaye. Voilà, Monsieur Wade, on aura l'occasion de rentrer point par point donc, sur ce défi. Comme on le disait, vous allez nous dire où est-ce que vous en êtes par rapport aux infrastructures, par rapport à l'organisation, etc. Mais on va parler aussi, cher Tidiane, du sportif, puisque le Sénégal organise, doit relever le défi donc en termes d'infrastructures, mais aussi en termes sportifs. Et là, les signaux ne sont pas tout à fait ouverts pour le moment. 4 années pleines de préparation pour prétendre à une médaille, c'est le temps qu'il faut pour un athlète de haut niveau et en tant que pays organisateur. Donc le défi est double, réussir une belle organisation et faire une participation honorable au plan sportif. Sauf que côté préparation, comme vous l'avez souligné, Mamfatou, la plupart des fédérations accusent du retard par rapport au deadline 2002. C'est le cas au judo et en athlétisme. Du côté du taekwondo, les choses semblent se mettre en place. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Mamadou Ndiaye et Khadim Sissé. Dans le haut niveau, pour espérer gagner une médaille olympique, il faut au moins 4 années de préparation intense. Où en sont les sportifs sénégalais à 2 ans de ces Jeux olympiques dans leur préparation? Une question que nous avons posée pour l'athlétisme, le judo et le taekwondo. L'athlétisme, discipline phare dans l'olympisme qui nous a valu la seule médaille olympique de notre histoire, est complètement en léthargie dans notre pays. Nous n'avons pas fait vraiment la préparation qu'il fallait parce que la détection devrait être mieux organisée. Non seulement la détection mieux organisée, mais aussi on avait prévu d'avoir plus d'orgues de compétition et on avait prévu d'avoir un centre de regroupement, un centre d'entraînement au niveau national. Nous n'avons pas eu ces moyens. Au niveau des régions aussi, les encadreurs devraient être accompagnés de même que les athlètes ciblés. Tel n'a pas été le cas. Autre discipline, le judo. Autre manquement, une discipline couronnée de succès lors des derniers Jeux africains à Rabat. Un retard est aussi accusé dans la préparation des judokas. Mais le coach et Deten pensent mettre en place une équipe compétitive avant les JOJ. Si je vous dis on va avoir des médailles, ça c'est une parole de politicien, excusez-moi. À ce rythme-là, non. Nous avons détecté des jeunes qui sont pas mal. Et on est en train de les suivre avec les directeurs techniques régionaux qui sont dans les régions en train de travailler avec eux. Ceux de Dakar, nous sommes là avec eux pour augmenter un peu le niveau.
Le taekwondo, voilà une discipline qui semble un peu mieux lotie comparée aux deux précédentes. Les athlètes ont déjà commencé les préparations. La fédération a déjà lancé la mission de détection dans toutes les régions depuis 1 an. Il y aura un groupe de performance avant le démarrage des JOJ. Aujourd'hui, avec la direction technique, nous rentrons dans notre deuxième phase de préparation, c'est-à-dire que les cadets, après la phase de détection, sont aujourd'hui ici à Saint-Louis pour rentrer dans leur deuxième phase qui est la phase de développement. On regroupe ces athlètes pour les mettre dans les mêmes situations que les grandes compétitions, notamment les Jeux Olympiques de Dakar 2022. Alors, Ibrahim Awad, sur le plan sportif, bon, quelques disciplines, hein, trio volley, évidemment, on n'a pas pu faire le tour de toutes les disciplines, mais il semble que justement, en termes de détection, de préparation, les Sénégalais sont un peu en retrait. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a le défi organisationnel, certes, mais il y a aussi le défi sportif. Alors, au niveau du CNOS, comment vous comptez un peu combler ce gap ou en tout cas vous organiser? Merci beaucoup. Alors, je voudrais saisir l'occasion pour corriger quand même un certain nombre d'éléments. Je pense que Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, nous avons beaucoup travaillé pendant la phase de candidature, loin du bruit, mais le résultat escompté a été là. Alors, je suis tenté de dire que c'est la même démarche qui est en train de dérouler pour ce qui est de la préparation des athlètes. Les vidéos que vous avez montrées qui révèlent tout un programme de masse de détection, nous sommes loin du compte, parce que nous avons passé cette étape. Et je voudrais rappeler un certain nombre d'étapes, de procédures. Déjà, le Sénégal s'est vu attribuer les Jeux en octobre 2018. Et en mars 2019, il y a eu un travail avec les directions techniques nationales, avec la commission technique du comité olympique, qui a réuni toutes les fédérations, tous les directeurs techniques nationaux, pour leur présenter l'approche de plan-programme sur lesquels nous devions travailler. Et nous étions à 4 ans. Par la suite, en novembre 2019, donc ils ont travaillé pendant 6 mois. En novembre 2019, il y a eu 10 novembre précisément, il y a eu une réunion qui s'est tenue au stade Léopold Sédar Senghor avec tous les présidents de fédération, avec tous les directeurs techniques nationaux, où le secrétaire général Seydina Omar Diagne a présenté l'approche et l'attente, ce qui était en train de faire sur la préparation et ce qui doit être amorcé pour ce qui est de la préparation des athlètes pour nous garantir des médailles. Et les directions techniques nationales, les fédérations, avait jusqu'au 15 décembre pour produire, pas le programme de détection, mais le programme des athlètes sur lesquels nous allons miser. Parce que je dois quand même reconnaître une chose. Diao a parlé de 4 ans, mais nous ne pouvons pas, en 4 ans, lancer un programme de détection autour de 100 000, 200 000 jeunes pour espérer avoir des médailles. Il fallait que les fédérations acceptent de faire ce travail de sélection à leur niveau. Et cela a été fait. Et ce programme de sélection, nous rentrons de Lausanne, où il y a eu la 135e session qui s'est tenue. Il y a ce qu'on appelle la coalition des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques qui viennent en appui au Sénégal, à qui on a présenté le programme de préparation des athlètes sur lesquels nous pensons qu'au regard de leur parcours sportif, de leur performance, pas forcément dans les petites catégories, petites comme grandes catégories, nous pensons qu'en 2 ans et demi, 3 ans, nous pouvons, avec l'appui de la communauté, pouvoir développer quelque chose. Et les programmes qui ont été présentés, le taekwondo, oui, effectivement, le taekwondo a contenu son stage à Gaston Berger, la natation a fait de même, le canoë-kayak, le judo, le baseball, le beach volley. Nous attendons dans les semaines prochaines, avec la fédération hollandaise de Hollande, l'arrivée d'entraîneurs et de coachs, mais plus encore. Le président Ndiaye Ndiaye vient d'effectuer une mission en Chine, où nous avons discuté avec les Chinois. Le sport, China Sport International, une institution que nous avons rencontrée, nous a montré comment pour les Jeux asiatiques, des pays comme Vanuatu, comme Myanmar, qui avaient 0 médaille, comment ils les ont fait gagner en 2 ans, créer des médailles. Donc nous avons conclu des partenariats très forts. Alors sur un programme de sélection, encore une fois je le dis, nous n'avons pas la prétention d'aller vers 100 ou 200 athlètes,
nous allons miser sur les meilleurs et ces meilleurs sont en train d'être sélectionnés au niveau des fédérations. Mais vous avez cité 3-4 disciplines. Je pense que pour les JOJ, il sera question au moins de 28 disciplines auxquelles vont s'ajouter 5 nouvelles disciplines. Je pense est-ce que le Sénégal, déjà, pour évacuer cette question, aura un quota de représentants dans chaque discipline? Parce que bon, comme c'est le pays organisateur, j'imagine que... Toutes les disciplines sur lesquelles nous avons une fédération nationale, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, nous sommes à 35 disciplines. Aux 28 disciplines olympiques ont été ajoutées 7 disciplines. Ça a été, et d'ailleurs, de ce point de vue, il est important que les Sénégalais le sachent. Le Sénégal va être, pour la première fois, le pays qui aura organisé le plus grand nombre de sports dans l'histoire olympique. Okay. C'est important. Et on verra que ça ne générera en rien l'organisation que nous sommes en train de faire. Donc, encore une fois, toutes les fédérations sur lesquelles nous avons une fédération, nous avons des athlètes d'une certaine performance. Parce que nous devons quand même être réalistes. Bien sûr. Nous n'allons pas sur des disciplines sur lesquelles la pratique n'est pas si bien développée dans ce pays, prétendre à dépenser de l'énergie, dépenser des ressources. Et justement, donc ça veut dire que vous avez ciblé, je sais pas, les athlètes et les performances. Oui. Parce que là, comme vous l'avez dit, vous n'allez pas investir sur des disciplines où nous sommes extrêmement en retard par rapport aux autres. Mais est-ce que vraiment vous y croyez et que on n'y va pas en touriste? On est dans le sport. Le sport, c'est d'abord la compétition, c'est la confrontation. Le comité olympique, les fédérations internationales, le gouvernement du Sénégal mettra tous les moyens nécessaires pour permettre, pas seulement d'avoir une participation honorable, mais d'espérer décrocher des médailles. Ça, c'est l'état d'esprit avec lequel nous partons. Maintenant, une chose est claire, il va falloir être sélectif. Nous n'excellons pas dans toutes les disciplines. Très bien. Nous savons les disciplines sur lesquelles nous sommes bons, eu égard aux bonnes performances des athlètes juniors, eu égard aux performances qu'on a eues sur le plan mondial ou sur le plan africain. Si c'est 10-15 disciplines sur les 35, il va falloir mettre le paquet, les ressources, l'énergie sur ces disciplines et espérer véritablement faire performer les jeunes pour avoir des médailles. Alors peut-être ce qu'on ne précise pas assez depuis le début de cette émission, c'est que les JOJ, je pense, concernent les jeunes entre 14 et 15-18 ans. Maintenant, vous avez parlé d'une sélection, vous êtes déjà en train de travailler sur des programmes. Est-ce que vous avez idée de la somme, en tout cas de l'investissement que vous avez envie de faire sur chaque athlète et comment vous allez travailler avec chaque discipline? Parce que c'est hyper important. Je voudrais peut-être même me référer à ce que nous sommes en train de faire avec les grands athlètes pour la préparation des Jeux de Tokyo. Par principe, le comité olympique a ce qu'on travaille avec, ce qu'on appelle la solidarité olympique, et ce qui permet de donner des bourses olympiques à certains athlètes. Nous avons convenu avec le président Ndiaye et le secrétaire général du comité olympique qui gère cet aspect, et la direction technique du comité olympique, la commission technique, d'avoir un programme spécial. Et je dois préciser d'ailleurs, le président Thomas Bach, quand il est venu à Dakar, avait annoncé une aide spéciale de la solidarité olympique en direction du Sénégal, pays organisateur, pour permettre de mieux préparer les athlètes. Donc la question des ressources, peut être une question sur la table, mais de manière évidente. Le prix que ce sera nécessaire pour permettre au Sénégal d'avoir une participation de très haute facture, de qualité, je pense que les moyens pourront être recherchés auprès des partenaires appropriés. Ce n'est pas souvent de l'argent. C'est par exemple au type de la coopération, voilà, au prix de la coopération, un bon préparateur mental d'un pays, on a cité la Russie, on a cité d'autres pays, qui sait créer un champion. C'est souvent un bon coach qui sait donner les bonnes aptitudes techniques aux enfants. Des stages. Des stages. Et pour les sportifs, vous pensez que le talent ne manque pas dans ce pays? Ah non. Mais si on prend des disciplines, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a des disciplines comme le breaking qui sont entrées, il y a des disciplines comme l'escalade. Je le taquine souvent en disant que au moins monter sur les arbres, on sait faire. Si on sait le faire, on doit pouvoir exceller dans l'escalade. La lutte, c'est vrai que c'est la lutte de plage, mais la lutte, nous avons d'excellents jeunes lutteurs dans les écuries. Ce sera une des nouvelles disciplines d'ailleurs. Voilà, le basket 3-3 aussi qui va arriver, où les gens sont en train de travailler. Exactement, sur le mais terrain. il faut reconnaître que sur le basket 3-3, c'est pas quelque chose qui a se développé. Nous travaillons avec le président Babacar Ndiaye, avec la fédération, en leur disant, voilà quelque chose où quand vous allez dans la rue, vous allez vers Liberté 6 ou dans les quartiers, vous voyez que c'est une discipline vers laquelle les jeunes sont très portés. Mais lorsqu'on retourne sur le terrain strict
de la discipline sportive, on est très porté vers le basket 5-5. Je pense qu'il y a une dimension aussi qui est très importante, et ça me permet de revenir à votre première question. Les Jeux olympiques de la jeunesse, nous ne devons pas le prendre comme les Jeux olympiques, les grands Jeux. Les Jeux olympiques, il y a plutôt une approche laboratoire. Si vous avez été à Buenos Aires, comme Ablaye l'a été, c'est une dimension urbaine. C'est des sports urbains, des sports de rue, comme le breaking, comme le skateboard. Des choses qui vont permettre de profiter d'une opportunité pour faire fusionner la jeunesse du monde, c'est-à-dire 15-18 ans, mais surtout quelque chose d'extrêmement important, de faire partager des valeurs. Mais M. Wade, peut-être la victoire aussi peut être un facteur pour attirer, pour donner cet engouement populaire. Et là, je vais faire aussi réagir Ablaye sur justement l'aspect sportif. C'est vrai que bon, aujourd'hui, même aux grands Jeux olympiques, le Sénégal a du mal à exister. Est-ce que justement ce n'est pas le risque il nous faut des porte-étendards, il nous faut des gens qui tirent un peu voilà, cette compétition vers le haut pour permettre aussi un engouement autour de l'événement. Oui, il va le soi. Moi, je crois que très bien, il y a certaines disciplines, comme par exemple, si vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de spécialistes en athlétisme à un certain moment donné, il a fallu des références comme El Hadj Amadou Diaba, comme la génération des Takou Diouf avec le CIAD qui était là, qui avait été mis en place par la Midiac. Le football, même en termes de médiatisation, pour qu'on trouve des organes spécialisés en sport, il a fallu un déclic en 2002. Il a fallu l'épopée de cette génération de 2002 pour qu'on voit même la création de certains journaux. Même la prolifération des médias, il a fallu une première alternance. Tout ça, on peut toujours le mettre pour expliquer effectivement ce que tu veux faire. Moi, je pense que ce qu'il a dit, c'est très important. Mais même en termes d'infrastructure, fondamentalement, c'est là, moi, que je veux vraiment mettre le curseur. Si vous rénovez aujourd'hui la piscine olympique, si vous rénovez le stade Léopold Sédar Iba Mar Diop, si vous mettez en place quelque chose au niveau de Diamniadio, plus ce que nous disposons maintenant. Parce que le Sénégal, fondamentalement, si nous avons gagné par rapport à ta question tout à l'heure, c'est que fondamentalement, par rapport à l'existant, c'est ça qui a fait la différence. Les autres proposaient de construire, alors que nous avions déjà de l'existant. Il fallait juste réhabiliter. C'est ça, fondamentalement, qui a posé sur la balance pour que le CIO décide d'attribuer ces jeux-là au Sénégal. Donc moi, je crois que dans l'optique du régime de faire du Sénégal un hub sportif, les Jeux olympiques aussi, c'est véritablement un bon créneau. C'est extrêmement important. La transition est toute trouvée parce que c'est vrai que nous, de l'intérieur, on a l'impression que justement au niveau infrastructure, on est désarmé, on est dénué, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, que ce soit au foot, que ce soit dans toutes les disciplines, les gens se plaignent du manque d'infrastructures. Bon, aujourd'hui, en termes d'existence, qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qu'il faut réflexionner? Des questions très concrètes. Je sais que ça va se jouer sur Dakar, Diamniadio, Saly. D'accord. Faisons le point sur l'existant, Ibrahima Wade. Alors, juste pour revenir un peu en arrière, un tout petit peu, sur la question des talents. Je pense que il faut partir d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, nous devons, même après les Jeux, mettre l'accent sur les petites catégories. Et ça, encore une fois, c'est la responsabilité des fédérations sportives. Il nous faut aussi, nous ne devons pas attendre d'être à la porte des Jeux olympiques, de la jeunesse, pour penser à créer des athlètes. Donc nous devons tirer les leçons de cela et nous dire que nous allons désormais avoir une véritable politique de formation des petites catégories. Nous sommes trop élitistes dans nos sports, nous devons penser aux petites catégories. Alors, par rapport aux infrastructures, alors, je voudrais peut-être d'abord là-bas aussi revenir sur quelque chose d'important qu'Abdoulaye a dit. La candidature du Sénégal. Si nous avions présenté un projet où tout est à faire, nous ne serions pas passés. La candidature du Sénégal a été fondamentalement axée sur l'existant. Il y a zéro construction d'infrastructures nouvelles. Je le dis bien. Zéro. Et aujourd'hui, nous venons de rentrer de Lausanne encore une fois, où Dangwon a gagné les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver pour 2024.
La candidature a été basée, le choix du CIO a été basé sur le fait qu'il y a 0 infrastructure nouvelle. C'est une nouvelle orientation, ce qu'on appelle les nouvelles normes du CIO. C'est une nouvelle orientation. Il ne faut pas que les jeux viennent coûter au pays, il ne faut pas que les jeux viennent perturber les équilibres économiques des pays qui ont déjà assez de problèmes, assez de ressources à dépenser pour le bien-être des populations, pour prendre en compte les préoccupations des populations plutôt que de les mettre dans des infrastructures. Et souvent, comme c'est le cas dans d'anciens jeux, les infrastructures, après les jeux, on ne sait pas quoi en faire. Mais donc, Ibrahima, il faut reconnaître que l'existant qui est ici va demander quand même beaucoup d'investissement pour se remettre aux normes, parce qu'il y a beaucoup de vieilles infrastructures. Je vais vous rassurer sur une chose, il y a 3 sites, comme vous l'avez dit. Je commence par le plus simple, Saly, Portugal. Saly, l'option a été faite de mettre tous les sports de plage, sports d'eau, sur Saly. Qu'est-ce que ça demande? Par exemple? Que le beach volley, le beach handball, le triathlon, la voile, le canoë-kayak, tous ces sports ne demandent qu'une seule chose, des infrastructures temporaires qu'on ne pourra pas mettre en place 4 à 6 mois avant les Jeux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous installons sur Saly tout ce qui doit y être, nous allons devoir passer 2 ans et demi à les maintenir. C'est des infrastructures temporaires. 6 mois avant. 6 mois avant. Ouais. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. Tous les sports sont satisfaits, se retrouvent là-dedans. Les fédérations internationales ont fait le test avec nous, les équipes du CIO sont venues, et nous ont discuté avec nous, ils savent que ce qui est là-bas est largement suffisant. Diamniadio. Alors Diamniadio, il se trouve que, j'ai failli dire fatalement, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, vous prenez le Dakar Arena, sur lequel nous avons retenu des sports comme le badminton, comme la gymnastique, ou autre. Il n'y a absolument rien à faire. Et je me rappelle encore le cri d'une des membres de la commission de coordination, qui est la commission d'évaluation qui passe ici tous les ans, qui était passée de 22 au 25 octobre, la représentante chinoise, dès qu'elle est entrée dans la Dakar Arena, elle a poussé un cri. Nous-mêmes, on est surpris par rapport à la qualité de l'infrastructure. Et justement, du 19 au 29 février, le CIO nous a confié l'organisation du tournoi qualificatif de la boxe pour les Jeux Olympiques de Tokyo, pour le continent africain. C'est nous qui l'organisons, on va l'organiser au Dakar. Donc, sans des expositions, il n'y a rien à faire. Des choses comme la boxe, le tir et d'autres disciplines, on a déjà identifié les, comment on les appelle, les box, c'est pas les box, mais c'est les salles où les choses vont se passer. Les fédérations internationales. Et le centre olympique. Alors, je reviens sur le CICAD, pour vous donner un exemple. Le centre international de conférence, pendant les visites du CIO, on a eu à discuter avec les gens de OBS qui filment le canal olympique. Ils nous ont dit, voilà une belle infrastructure que vous devez pouvoir utiliser compte tenu de la vue pour vendre l'image du Sénégal. Parce que ça va être diffusé en Mondiovision. Nous avons prévu devant le centre le CICAD, de mettre le tir à l'arc, l'escrime, le baseball 5 x 5 et d'autres, et à l'intérieur, le wushu, qui est une nouvelle discipline. Le stade olympique, le projet de stade olympique, n'était pas dans le dossier de candidature du Sénégal. Quand le dossier de candidature du Sénégal a été présenté, envoyé au CIO, nous avons déjà, notre dossier était déjà accepté sans le stade olympique. J'ai envie de dire que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Très bien. Alors, ce stade olympique, prêt, ce sera véritablement quelque chose d'extraordinaire, comme additif, et ça nous mettra... La cérémonie d'ouverture est prévue là-bas? Nous ne savons pas pour l'instant. C'est des décisions qui relèvent quand même de souveraineté. Mais alors, par contre, là où je dois venir, c'est sur Dakar. Parce qu'il faut être, transparent. Le village olympique, d'ailleurs. Le village olympique, il faut le construire. Il est à Diamniadio. D'accord. Il est prévu à Diamniadio, à l'université Amadou Matambo. Le campus social, qui devrait servir de résidence universitaire, est celui qui a été pré-identifié avec les équipes du CIO. Et normalement, dans les plans du gouvernement, il y a exactement 5018 lits. Lorsqu'on reprend les 35 sports, on est à 4676 athlètes. Les 4676 athlètes, l'option que nous avons prise, c'est de les faire en 2 vagues. Parce que l'expérience, comme dit souvent Seydina Diagne, c'est que lorsque les athlètes finissent, vous les laissez dans le village, ils s'ennuient souvent ou ça peut créer des distorsions, des problèmes. Donc nous allons faire 2 vagues de 2650 jeunes
est de 2650. Donc vous voyez que la marge pour contenir est largement suffisante. C'est-à-dire 2650 qui arrivent, en rotation, qui finissent, qui repartent. Avec une transition d'environ 500 jeunes. Tout ça, on l'a calculé avec les équipes du CIO, ce qui fait qu'on est largement confortable. Alors, donc il reste Dakar. Sur Dakar, oui. Voilà. Alors Dakar, aujourd'hui, tout à l'heure j'ai vu dans les écrans l'arène nationale de lutte, qui est une infrastructure sur laquelle d'ailleurs quand on a été en Chine avec le président Ndiaye, ce qu'on a demandé aux Chinois, c'est de nous assister dans l'expertise pour la maintenir à niveau, pour ne pas que ça se dégrade. Et je pense qu'on a eu des accords, les en construit. Par contre, là où on a quelques difficultés, on aurait pu avoir quelques difficultés, c'est la caserne Samba Diéry Diallo pour l'équitation. Je prêche pour ma chapelle en tant que président de la fédération d'équitation. C'est la piscine olympique et le parc adjacent. C'est-à-dire que tout le tour de l'œuf, et c'est le stade Iba Mar Diop. Pourquoi nous avons choisi stade Iba Mar Diop et piscine de l'œuf? Parce qu'encore une fois, j'ai dit que les JOJ, c'est des jeux urbains. On aurait pu se dire, on va au stade Léopold Sédar Senghor. Mais l'idée, c'est de mettre les jeux au cœur de la cité, comme ce que Buenos avait fait. Alors, fort heureusement, sur ces 3 infrastructures, nous avons le financement de l'Agence française de développement qui va appuyer, et vous avez vu au mois de septembre, il y a eu une visite de Paris 24 avec Tony Estanguet, une visite de Rémi Rioux de l'AFD, et c'est eu l'occasion où le président Ndiaye avait signé un protocole d'accord avec les NUI. Les études sont en cours, les études sont avancées. Aujourd'hui, nous avons tenu une réunion avec les équipes de l'Agence française de développement. Le 11 février, le chef de projet au niveau de l'AFD Paris sera à Dakar pour dérouler la feuille de route qui va nous permettre de délivrer le Donc c'est un financement que vous avez réussi à décrocher via le CNOS? Via le CNOS. Très bien. À hauteur de combien? Alors, les études n'ont pas encore permis de déterminer le niveau de financement. Justement, je parlais de l'équipe de l'évaluation du CIO qui sera là. Tous les plans répondant aux normes des fédérations internationales, répondant aux normes de JOJ ont été bouclés. Les discussions sont poursuivies avec les... Ce que je dois dire, par exemple, pour donner un exemple très simple, sur la piscine olympique, la piscine elle-même, qui abrite déjà le centre international du FINA, va être rénovée, mais le parc adjacent, qui sert aujourd'hui pour le basket à des équipes comme la ville de Dakar, comme la douane, va être réhabilité pour mettre là-bas des terrains nouveaux, pour permettre de faire d'abriter le hockey sur gazon, le BMX, le basket 3x3, et tout cela, une chose très importante, c'est l'héritage. Parce que ce sont des infrastructures qui vont être laissées là, qui vont permettre à toutes ces disciplines qui ne se pratiquaient pas d'avoir un lieu de compétition. Alors imaginons au cœur du point E, proche de l'espace universitaire où les étudiants n'ont plus d'espace pour faire des jeux, qu'il y ait une si belle infrastructure. Sauf que le problème des Sénégalais ou bien de l'Africain, c'est le maintien. Ça fait partie des conditions sur lesquelles, je dois l'avouer très sincèrement, en toute responsabilité, nous sommes en train de discuter avec les principaux interlocuteurs. La ville de Dakar, l'Agence française de développement, le comité olympique, le ministère des Sports. Nous sommes en train de voir quel est le meilleur modèle de gestion. Une fois que les infrastructures ont été réhabilitées, qui permettent de pouvoir le maintenir, comme ça se passe dans tous les grands pays, mais aussi de permettre aux sportifs de pouvoir y accéder. Parce que si le coût est trop prohibitif en termes pour garantir une maintenance, ça fait qu'il y a une belle infrastructure, mais elle devient élitiste. Et ça ne permet pas à la plus grande masse de pouvoir y... Alors si je vous résume bien, donc il y a un financement de l'AFD, mais il faut des travaux, une évaluation avant de connaître la somme. Maintenant, quand on parle de ces jeux, et forcément, on est obligé d'évoquer le budget. Je sais que dans l'esprit du CIO, l'objectif, comme vous disiez, c'est de partir de l'existant, de ne pas faire trop dépenser le pays, mais forcément, il y a un coût. On parle de plus de 86 milliards de francs CFA. Alors dites-nous, parce que c'est le contribuable sénégalais qui va devoir payer tout ça aussi. Alors je suis tenté de dire que le contribuable sénégalais n'a pratiquement pas de souci à se faire. Ah bon? Non, mais pour une raison très simple, c'est qu'on a essayé au mieux possible de miser en phase candidature sur l'existant. Ce qui fait que, à part quelques réhabilitations d'infrastructures, qui sont quand même importantes pour l'héritage. Mais il faut reconnaître une chose aussi. Je pense que le président Bach a fait d'importantes annonces quand il est venu. Le CIO contribue chaque fois qu'il organise les Jeux. Les Jeux olympiques de la jeunesse, le CIO ne les amène pas dans les pays pour que ça leur coûte. C'est
le CIO qui a intérêt à ce que les Jeux se développent, que les Jeux se développent en Afrique. Nous sommes en train de travailler avec le CIO pour resserrer les coûts pour le CIO. D'accord. Mais plus encore. Mais pour nous? Plus encore, je dis, plus encore. Il y a beaucoup de partenariats sur lesquels nous sommes en train de travailler. Des partenariats comme ceux que je vous ai donnés pour l'AFD. Des partenariats aujourd'hui, comme ceux que nous avons discuté tout récemment à travers la mission du président Ndiaye en Chine. Des partenariats comme ceux que nous avons discutés dans un certain nombre de... Il est évident que lorsqu'on agrégera tout ça, il y aura certainement un coût résiduel pour la communauté. Parce que nous ne pouvons pas dire que les Jeux sont gratuits pour nous. Mais j'imagine que l'État, le ministre des Sports, a besoin quand même d'avoir une idée de combien ça va coûter. Donc forcément, vous vous projetez, il y a un budget prévisionnel. Est-ce qu'on peut avoir idée du montant? Je dois vous dire, par exemple, que lorsque nous avons travaillé de novembre 2018 à décembre 2019 sur ce qu'on appelle le plan d'édition. Le plan d'édition, c'est la feuille de route des JOG. C'est parce qu'avec le CIO, on a développé ce qu'on appelait une approche de co-construction qui est devenue d'ailleurs co-création. Ça veut dire que nous travaillons ensemble, nous nous challengeons, nous disons aujourd'hui, pour faire le look and feel, comme on dit, de Dakar Arena, combien ça coûte? Qui a la meilleure expertise? Le CIO sait qui sait le faire, le CIO sait où ça se trouve, le CIO nous l'amène. Pour vous donner juste un exemple d'ailleurs, vraiment hors propos ici. Nous organisons dans quelques semaines le tournoi qualificatif de la boxe. Le CIO, puisque Aïba a été suspendu, a demandé au Sénégal de l'organiser. Le CIO met le budget, mais le CIO a vu avec Taishan, qui est le constructeur de matériel, Taishan, une entreprise chinoise, qui nous donne 4 conteneurs de matériel de boxe. 2 rings olympiques, 4 rings d'entraînement, en don. Et ce don, nous allons le garder, nous allons le mettre à contribution. Et tout, c'est autant d'argent qui viendra en déduction de ce qu'on doit dépenser. Donc vraiment, je voudrais que... C'est vrai que souvent, quand on passe... Il n'a pas encore donné le chiffre. Depuis tout à l'heure, on a bien compris. Vous avez je ne peux pas vous donner à ce stade le chiffre pour une raison très simple. Nous sommes en train de faire dans le fine-tuning, pour savoir, ce que j'appelle le fine-tuning, c'est-à-dire dans les précisions, pour savoir combien ça va. Avec les ressources que met le CIO, qu'est-ce qu'on peut y faire? Le reliquat, on va le chercher chez le partenaire. Et en définitive, quel est le montant epsilon résiduel que ça va coûter à la communauté sénégalaise? Ablaye, là, on peut dire que moi, ce que le CIO, c'est pas la FIBA qui attendent que vous construisez des salles de basket pour vous confier une organisation. Et en plus, on parle de budget. C'est clair que le Sénégal, on ne dira pas qu'il va se saigner, mais va quand même dépenser. Mais est-ce que un événement comme ça va avoir des retombées pour le pays, notamment sur le plan financier, sur l'économie? Forcément, parce que vous ne pouvez pas déplacer. Il y aura le CIO, ça compte. Il y a plus de nations qu'au niveau de l'ONU. Ça, c'est connu. Et leur objectif, c'est que tout le monde participe. C'est la fameuse phrase de Pierre de Coubertin. Donc ça, on l'a résumé. L'idéal, c'est que tout le monde y participe. Que vous venez pour gagner, que vous ne venez pas pour gagner, l'ensemble des nations puissent participer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ne vont jamais, le CIO, tu ne verras jamais le CIO sanctionner les athlètes russes. Vous pouvez sanctionner le pays, il n'y aura pas le drapeau de la Russie, mais les athlètes, on leur permet de venir avec un drapeau neutre pour qu'ils puissent participer. C'est exactement ce qui est produit avec ce qu'il vient de dire tout à l'heure avec l'AIBA. Les boxeurs n'ont rien à voir avec cette histoire de corruption avec la Fédération internationale. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des dommages collatéraux. On permet donc au Sénégal d'organiser, au niveau de la France d'organiser, parce que c'est eux qui organisent les Jeux Olympiques 2024, la Chine organisée au niveau de l'Asie, et ainsi de suite. Je crois que c'est Mexique ou Buenos Aires qui est retenu au niveau de... Buenos Aires qui a été retenu parce qu'ils avaient organisé les Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais fondamentalement, ce qu'il faut dire, c'est exactement ce qu'on a dit la dernière fois ici, avec la Coupe du Monde en Russie. Avant de partir en Russie, même les Occidentaux, ils vous disaient que mais la Russie, c'est dit n'importe quoi, il ne faut pas y aller là-bas, c'est des gens qui vont vous bouffer nus, crus. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg, c'est une destination de tourisme. Et les Jeux Olympiques, ce n'est pas que du sport, il y a aussi le volet culturel. C'est extrêmement important et touristique. On va les amener où? Le choix, il n'est pas fortuit. On les amène où? C'est la station balnéaire du Sénégal, c'est Saly. Et justement, pourquoi il n'y a pas Cap Skirring? Si vous avez vu d'ailleurs, on est dans un mouchoir qu'on appelle ce qu'on appelle le triangle Dakar, Diamniadio, Saly, pour une raison très simple. Ce que coûte la logistique de technologie
avec les canaux olympiques, la logistique de réserve de secours énergétique, etc., aurait fait exploser les budgets. Donc, mais nous, comme dit Ablaye, nous avons aussi fait le choix de ne pas le limiter à Dakar. Nous avons voulu miser sur un projet important du président de la République, Diamniadio, montrer qu'on a une ville nouvelle. Mais nous avons aussi misé, ça a été je dois vous dire que ça a été des discussions extrêmement tendues avec le CIO pour les amener à ouvrir 3 sites, 3 clusters comme on dit. Mais je voudrais juste revenir sur les retombées. Les retombées d'abord, au plan économique, elles sont extraordinaires. Rien que sur le tournoi qualificatif de boxe que nous sommes en train de faire, nous avons pratiquement, avec 600 personnes qui vont venir, rafler tous les chambres, tous les lits qui étaient restant à Saly. Imaginez-vous, parce que c'est l'Afrique, avec la campagne de promotion qu'on est en train de faire, parce que au début du mois d'octobre, avec le ministre du Tourisme, on a été au Salon Topresa, où on a montré les JOJ comme étant un élément de promotion du Sénégal. La saison touristique, comme je dis souvent à nos amis du secteur touristique, qui s'ouvre en novembre, bah, figurez-vous qu'en 2022, elle va s'ouvrir un peu plus tôt. Alors, l'autre élément, c'est que ceux qui vont découvrir, avec tous les jeunes, parce que les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est beaucoup de technologies, c'est les Snapchat, c'est toutes les technologies modernes que les jeunes utilisent. Un jeune Australien ou Singapourien qui vient au Sénégal, qui découvre des choses, qui est en train de communiquer avec le reste du monde, avec ses amis, ses parents, rester à Singapour, ça donne une envie. Ça donne envie de venir découvrir le Sénégal. En tout cas, moi je suis convaincu que du point de vue des retombées, ça va être extraordinaire pour le pays. Alors, est-ce que vous n'êtes pas inquiet par rapport au retard de la pose de la première pierre du stade olympique, puisque depuis lors, elle est un peu repoussée. C'est vrai que vous dites que ce sera la cerise sur le gâteau, mais on aimerait bien voir les travaux démarrer. Est-ce que vous vous y intéressez? Voilà. Bon, je suis à l'aise pour vous répondre sur cette question. Et là, je m'excuse auprès des téléspectateurs, mais je vais faire appel à mes fonctions antérieures, où j'ai eu l'opportunité en tant que directeur général du bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent, de voir la rapidité d'exécution des projets. Et nous nous amusions d'ailleurs à monitorer le temps moyen d'exécution des projets. Le Sénégal est passé d'un temps d'exécution des projets d'infrastructure de 4-5 ans à pratiquement 1 an, 18 mois. Moi, je le dis très solennellement, nous sommes largement dans le temps. Parce qu'une chose aussi nous pose problème. Si les travaux démarrent vite, les travaux finissent vite, c'est illusoire. Et c'est même, vous voyez dire, pas juste de fermer une infrastructure sportive dans ce pays 1 an en attendant. C'est vrai que Dakar Arena. Donc, oui, on a Dakar Arena, le CICAD 11 mois, le centre des expositions, même norme, le marché d'intérêt national, à peu près dans les mêmes normes. La moyenne de réalisation de ces infrastructures, c'est environ 12 mois. Considérons que c'est un stade, 50 000 places, ajoutons-y 6 mois, ça fera 18 mois. Et même si les travaux démarrent en février 2020, ma grosse crainte, c'est que ça finisse bien avant les Jeux. Mais on en a besoin, puisque l'équipe nationale va vouloir jouer les éliminatoires. D'accord, je suis d'accord avec vous. Je bats ma coule parce que là, j'ai été un peu égoïste en disant que... Mais si c'est prêt et ça peut être utilisé, je m'excuse auprès des autres sportifs. Si c'est prêt, utilisons-le. Et d'ailleurs, utilisons-le pour test. Ça permet d'éprouver les systèmes, de voir que les tribunes marchent, de voir que les portes ne coincent pas, etc. Et de pouvoir véritablement... C'est important aussi de préciser qu'au-delà quand même du coordonnateur, parce que nous sommes journalistes, nous pouvons toujours douter, parce que c'est le coordonnateur qui parle de ces jeux qu'il organise. Oui, aujourd'hui, je vais te prendre à ton propre jeu. Oui. Au début de l'émission, tu disais, tu n'es pas un journaliste, tu es un citoyen sénégalais. Non, donc, là, sur les jeux. Non, je veux dire, sur le défi de l'organisation. C'est pourquoi moi, je refuse d'être dans ça. Je veux vraiment que mon pays réussisse ça. Je veux que l'Afrique montre que nous sommes capables de faire ce que les autres font. Mais je dis qu'au-delà de ce qu'il vient de dire, il est encore coordonnateur. Donc on peut comprendre en tant que journaliste, on vous dit, mais oui, c'est tout à fait normal qu'ils le disent. Mais quand le CIO, quand même, sont des enfants de cœur, si ça ne marche pas, ils n'hésiteront pas une seule seconde à venir nous retirer l'organisation. C'est eux qui ont tenu une conférence de presse pour nous dire, précédemment, en Nankin, Singapour et Johannesburg, Buenos Aires, au temps où nous sommes actuellement en termes
d'avancer. Personne parmi ces pays-là n'était aussi rapide. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et moi, je vais dire d'ailleurs quelque chose d'important. Tout à l'heure, on a posé la question par rapport au scepticisme de certains étrangers ou des... Alors, on a l'habitude de dire au sein de nos équipes, mais tant mieux que ce soit comme ça. Vous savez, moi, c'est une question qui ne m'offusque pas. Parce que quand on était en phase de candidature, on a fait les choses proprement, comme on devait le faire. Tout ce qui a été demandé. Et Abdoulaye a donné, je ne sais pas si je peux le répéter, je peux le révéler, une lettre de garantie, enfin une lettre de caution de la candidature signée. Il cherchait le ministre des Sports, le Premier ministre, le Président de la République a dit lui-même, je signe. Et ça a posé un problème, même je pense positivement, au CIO. Aujourd'hui, que d'autres pensent qu'on va être en retard, ça ne me gêne pas. Mais c'est la seule chose qui me... On va boucler sur le... Une question, je pense qu'il n'était pas Ce qui me traumatise, moi, je demandais de finir sur ça, ce qui, moi, me traumatise, c'est le modèle d'organisation, le modèle de gouvernance que nous avons mis en place, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde mène là-bas. Je vais vous dire une chose. De novembre 2018, que j'ai nommé, à décembre 2019, nous avons travaillé sur tous les aspects liés au JOJ, y compris des questions de sécurité. Vous savez, on a mobilisé plus de 111 personnes qui ont travaillé, de l'administration du secteur privé, qui ont travaillé gratuitement, et lui-même qui dit, avec les amis de la presse sportive, sont dans les groupes de travail. Et justement, entre parenthèses, concernant la presse, et la couverture médiatique de cet événement, est-ce que ce sont des médias étrangers? On sait que quand même, en termes de réalisation, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et comment est-ce que vous allez aborder cette question? Ce sera en appel d'offres, les médias nationaux, les médias étrangers? Alors ça va être abordé comme sont abordées ces questions sport lors de tous les Jeux Olympiques. Vous savez que le CIO a un organe qui s'appelle un producteur, qui s'appelle OBS, qui produit pour Olympic Channel, Canal Olympique. Ils ont l'exclusivité de la production d'images. Parce que les anneaux olympiques leur appartiennent. Le signal est repris à partir de leur production. En ce moment, à Lausanne, c'est exactement ce qui est en train d'être fait. À Buenos Aires, en 2018, c'est ce qui a été fait. À Tokyo, au mois de juillet, c'est exactement ce qui va être fait. Maintenant, la cuisine nationale, je sais bien à quoi tu fais référence, nous allons nous retrouver, il y aura un moment de discussion, nous allons discuter, nous allons mettre les cartes sur la table. La question quand même de la mobilité, je crois, c'est important, avec tous ces bouchons qu'il y a. Président, comment ça va se faire, si jamais on doit organiser à Iba Mar Diop, si jamais on doit organiser des choses à la piscine olympique, la mobilité, on nous parle de BRT, on nous parle de train. Avant peut-être qu'on va terminer sur ce point-là, la question de la mobilité, mais il y a aussi un aspect qui, moi, personnellement, me paraît important, c'est l'aspect populaire. Parce que souvent, aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal, le Dakar voudra éblouir le monde, les médias occidentaux, on sera jugé au pilori par voilà, les organisations internationales, mais il faut aussi que nos populations et que notre jeunesse puisse être impliquée. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous êtes en train de réfléchir à une ligne directrice pour que les jeunes, les populations sachent que voilà, il y a un grand événement international qui va être organisé, qu'ils puissent assister aux événements, aller au stade, etc., comme ce fut le cas avec l'Afrobasket, par exemple, pour donner cet exemple. Alors, je ne sais pas si je peux utiliser votre tribune pour faire des annonces, mais je vais le faire. C'est l'occasion. Pendant que nous travaillons sur le plan d'édition, dans le plan d'édition, dans la feuille de route, il y a ce qu'on appelle engagement et mobilisation de la jeunesse, avec tout un plan d'action, une feuille de route très claire, avec des expertises, les équipes du comité olympique et des fédérations, on travaille sur ça. Et nous sommes en train de le dérouler. Et l'acte 1 de ce plan d'action, c'est justement la nuit du samedi au dimanche, le 25 et le 26. Pourquoi? Le 26 janvier, nous serons exactement à 1000 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse. Parce que je précise que l'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse, les dates viennent d'être validées par la session du CIO le 10 janvier à Lausanne. C'est le 22 octobre 2022, et j'ai l'habitude de dire à 22h22. Et la cérémonie de clôture, c'est le 9 novembre. Donc, tenant compte de cela, le 26 janvier
20, nous sommes à 1000 jours. Et nous avons prévu, sur la place de la Nation, le premier événement de masse qui va réunir la jeunesse. On va délivrer les messages, on va dialoguer avec la jeunesse. Et il y a tout un temps, il y a un certain nombre d'autres temps forts qui sont prévus. Par exemple, dans la foulée, il va être lancé un grand concours national pour la confection de la mascotte chez les jeunes. Bien. Avec un appel. Avec un appel. Et nous prévoyons, dans la feuille de route que moi j'ai vu passer avec des services techniques, le 1er avril pour le dévoilement de la mascotte. Ce ne sera pas un poisson d'avril. En tout cas, ce sera un réel poisson d'avril. Alors, d'autres éléments, il y a d'autres éléments. Très bien. Il y a la chanson des jeux, il y a la danse des jeux, il y a les pictogrammes, il y a les motos, il y a les t-shirts, le produit de merchandising. Tout cela, c'est dans le plan d'action. À la sauce nationale, bien entendu. Et vous savez, je ne sais pas, pour la mobilité, Abdoulaye en parlait. Oui, c'est important. Nous avons des sponsors qui vont mettre à disposition les moyens de mobilité, etc. Nous sommes en train de discuter avec eux pour voir dans quelle mesure on peut les brander à la couleur locale. Pourquoi pas, par exemple, un véhicule normal ou un bus normal brandé couleur car rapide. C'est la réflexion qui est sur la table. L'autre élément, c'est aujourd'hui le plan de mobilité. Comme ce qu'il disait, le CIO disait, nous avons anticipé par rapport aux autres. Nous avons réfléchi sur le village olympique à Diamniadio, le train express régional qui prendrait les athlètes à la gare de Diamniadio, qui les amènerait à la gare de Dakar, qui se joindrait avec la gare du BRT et le bus rapide transit. Toutes les stations, nous avons travaillé avec des CETUD, tous les arrêts qui ont été identifiés ont une connexion avec les lieux de pratique de sport. Et donc tout ça a été pensé, réfléchi. À part le terre, tout cela est à l'état de projet. Non, mais je ne peux pas dire que c'est à l'état de projet parce que le BRT a été lancé le 28 octobre. Les travaux ont démarré. Vous savez, souvent, nous, vous, moi, les autres, on n'a pas une vue en hauteur pour voir tout ce qui se passe. C'est ça, nous ne voyons chacun qu'un petit bout. Mais le directeur général du CETUD, qui a son feuille de route, qui sait quels sont les engagements qu'il a pris, signés, déroule, et assez régulièrement, il nous fait un point. Quand les équipes du CIO viennent en visite, je dois préciser qu'elles viennent tous les mois, ici. Et nous avons à une fréquence régulière ce qu'on appelle la commission de coordination, dirigée par des membres du CIO, c'est-à-dire des collègues au président Mamadou Diagne, qui viennent, la dernière est dirigée par Mme Kirsty Coventry, ancienne championne de natation, Nawal El Moutawakil, Paul Tergat, des jeunes athlètes, la commission des représentants de la commission des athlètes, des représentants de la Fédération internationale qui viennent pour voir où est-ce qu'on en est. Donc c'est pas vraiment, on n'est pas laissé au hasard, on fait pas ce qu'on veut. Voilà. J'ai envie de dire que voilà, en ce moment c'est peut-être la partie la plus dure en fait. Oui, l'organisation, se projeter et que tout soit en place. Mme Fatou, je peux te dire que c'est ça vous fait pousser les cheveux ou peut-être pas de cheveux du tout? Pas de cheveux. Mais ça me donne l'occasion d'abord de remercier mes collègues. Abdoulaye en a cité, Babacar, Ouad, Seydina Diagne, Issa Mboup, Beydi Agne, Mamadou Diagne Ndiaye, nous travaillons tous sous sa coordination et d'autres. Alors j'ai évoqué les 111 experts issus de l'administration. Je ne peux pas venir à cette émission et ne pas leur rendre hommage. Parce que tout ce que nous avons pu faire, c'est vraiment grâce à eux. Nous avons mis en place 10 groupes de travail qui travaillent sur les questions de santé, sécurité, santé, qualité de l'air, qualité de l'eau, météo. Un groupe de travail qui s'occupe des questions d'hébergement. Un autre sur les questions, un groupe qui a travaillé avec le professeur Ablaye Sakho de l'université sur la vision, la mission, les objectifs, les impacts et l'héritage des Jeux Olympiques. D'autres sur les questions juridiques. Vraiment, c'est des personnes qui ont travaillé avec nous depuis 1 an maintenant et qui délivrent. Et tout ce que nous présentons aux sessions du CIO n'est que le produit de leur travail. Très bien. Ibrahim Ouad, merci beaucoup. C'est la bonne pioche, hein? Oui, merci. Comme je dis, ce n'est pas la partie la plus facile, même journalistiquement. Ce n'est pas évident, mais bon, au moins on fait le point. Il nous reste encore 2 ans, Inch'Allah, pour pouvoir voir l'évolution. 1000 jours, disons. 1000 jours, voilà, pour voir l'évolution de tout ce process. Comme on dit, c'est un grand défi pour le Sénégal et pour l'Afrique aussi. Alors, vous restez avec nous.
nous, on va passer à la question des infrastructures qu'on avait déjà évoquées. On parlait tout à l'heure du stade Demba Diop qui va avoir un coup de réflexion grâce à la Fédération sénégalaise de football. C'est un protocole d'accord qui a été signé entre le ministère des Sports et le président de la Fédération sénégalaise de football le vendredi dernier pour la réfection du stade Demba Diop. Désormais, l'instance dirigée par Maître Augustin Senghor peut mobiliser des fonds et retaper l'infrastructure et en faire un stade multifonctionnel. À l'issue des travaux, le stade Demba Diop devrait être transformé en un stade de première génération. Là-dessus, nous écoutons les explications du ministre des Sports, Matar Ba, et de Maître Augustin Senghor au micro de la la Fédération sénégalaise de football télévision. On connaît les projets qui sont en cours, le stade de Diamniadio, Léopold Senghor qui va être réhabilité et rénové, mais aussi d'autres stades régionaux qui, dans un moyen terme, peut-être nous permettront de pouvoir candidater pour une Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, ce qui nous rassemble ici, c'est la mise à disposition de la Fédération sénégalaise de football, de cette infrastructure mythique qu'est le stade Demba Diop, qui a été fermé dans les conditions que nous savons tous. Et donc le président a été sensible suite aux échanges que nous avons eus avec lui, moi-même, le président de la CAF et le président de la FIFA, pour mettre ce stade à la disposition de la Fédération sénégalaise. Ça veut dire simplement à la disposition de la famille du football et à la disposition de la jeunesse sénégalaise, parce que Demba Diop représente beaucoup pour les sportifs et les footballeurs sénégalais. Et nous allons aujourd'hui, avec l'autorité, donc le président, mais bien entendu avec le ministre qui a été toujours à nos côtés, monsieur le ministre Matar Ba, relever ce défi d'en faire un bijou qui gardera son cachet historique, mais qui sera un stade moderne, qui sera un stade convivial pour faire revivre le football à Dakar, mais aussi faire revivre le football au Sénégal. Et ça, dans le moyen terme, on va le faire. Permettons à monsieur le ministre de vous remercier personnellement, mais aussi de remercier le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement pour tout ce que vous faites et l'acte fort que vous venez de poser. Nous allons en rendre compte aussi à la FIFA, qui sera un de nos partenaires, et pourquoi pas à la CAF, pour qu'on puisse faire ce stade que tous les Sénégalais attendent. Le stade Demba Diop nouveau va bientôt voir le jour, et surtout les footballeurs, les sportifs dakarois et sénégalais pourront bientôt voir le bout du tunnel avec la réouverture du stade de Demba Diop. Nous venons de procéder à la signature du protocole d'accord qui lie la Fédération et l'État du Sénégal pour la mise à disposition du stade Demba Diop. À l'occasion d'une audience accordée par le chef de l'État au président Augustin Senghor et au président de la CAF et au président de la FIFA, il était question d'accompagner la fédération à investir au niveau du stade Demba Diop et en faire un stade fédéral. Tout le monde sait que c'est un stade national, mais la complémentarité qui existe entre le ministère des Sports et les différents démembrements dont la Fédération sénégalaise de football, tout le monde sait effectivement que la fédération est un levier de l'État du Sénégal, puisqu'étant un délégataire de pouvoir. Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que la fédération aujourd'hui a la possibilité de lever des fonds au niveau de la FIFA pour investir au niveau des infrastructures sportives. Et pour cela, il fallait ce protocole d'accord donnant plein pouvoir au président de la fédération et à sa structure de faire les démarches nécessaires pour effectivement renforcer l'existant qui est Demba Diop, qui est un stade mythique pour le Sénégal, mais aussi aller vers la transformation totale de la structure et en faire un stade de dernière génération. Voilà, un stade de dernière génération, le souhait du ministre Matar Ba. J'ai envie d'interpeller notre confrère Ablaye Thiam sur l'aspect inédit de ce genre de protocole. Je pense que bon, nous sommes jeunes certes, mais nous n'en avons pas encore entendu parler. Ablaye, peut-être avec plus d'expérience, est-ce que vous avez déjà vu un État déléguer ses pouvoirs à une fédération pour construire un outil de travail? Je dois dire que je n'en ai pas vu personnellement. Je ne sais pas, maintenant peut-être qu'il faut interpeller les Abdoulaye Diaw, Abdoulaye Ndiagasila et autres, plus anciens que nous. En tout cas, c'est la première. Mais je crois quand même que c'est très intelligent à un certain moment donné. C'était dans les pipelines, on attendait que ça vienne, mais il a fallu quand même qu'il y ait quelques petits réglages pour que l'État accepte de signer ce document-là, que la FIFA attendait depuis très longtemps, pour qu'il puisse mettre en exécution ce travail-là. Donc on va construire un stade fédéral, parce que Demba Diop quand même,
C'est extrêmement important pour le football, c'est extrêmement important pour la ligue professionnelle. Nous sommes journalistes sportifs, mais vous savez très bien, même si nous habitons souvent dans la banlieue Dakar, aller à Demba Diop, nous préférons qu'aller au stade Léopold Sédar Senghor, même beaucoup de joueurs d'ailleurs. C'est beaucoup plus accessible, c'est quelque chose qui a un rapport très étroit avec le sport sénégalais dans sa globalité, particulièrement le football. La fédération a plusieurs sources, ou bien il n'y a que la FIFA qui est le bailleur pour... Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre au niveau de la FIFA, c'est que la FIFA est plus riche que les États. Même si aucun État n'est insolvable. Ça n'existe pas. Mais ce qui est vrai, c'est aussi que la FIFA ne peut pas faire ce que faisait la CAF. On ne peut pas garder l'argent et ne pas redistribuer. La première chose que la FIFA a fait, c'est d'abord d'équiper les fédérations sportives, quelles qu'elles soient. On a passé du projet Gold, tout le monde s'en souvient, ce qui a abouti à la mise en place de la Fédération sénégalaise de football. Même si vous survolez la sous-région, on se demande comment est-ce que nous, on a pu avoir un poulailler, entre guillemets, alors que quand vous vous déplacez, vous allez au Mali, vous allez au Cap-Vert, en Mauritanie, vous voyez véritablement ce que la FIFA a mis là-bas en place. Tout à fait. That is the question. On peut peut-être interpeller ceux qui étaient là à l'avance. En tout cas, moi, je n'ai jamais compris ça. La deuxième chose, ils ont quitté le projet Goal, ils ont allé vers le forward, actuellement. On sait très bien que la FIFA a contribué avec la CAF pour la construction du centre Jules-François Bocandé, qui est basé à Yenne. Aujourd'hui, nous avons encore un autre centre qui vient d'être inauguré récemment, qui est à Guerrero. C'est extrêmement important. L'hôtel fédéral va arriver, et ce qui restait, parce que la FIFA aujourd'hui a pris l'option de mettre en place dans la plupart des États africains, en tout cas pour ceux qui en ont besoin, un stade fédéral. Parce que ce qui se pose, le problème qui se pose avec le projet Gold par exemple, il va falloir que tu écrives pour dire que je veux. Tout le monde se souvient que les pays maghrébins et l'Afrique du Sud disaient qu'ils n'en voulaient pas, parce qu'ils avaient suffisamment eux de ressources. Maintenant, tous les pays qui en avaient besoin, on a quitté, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gold, Forward, et maintenant ils vont vers les stades fédéraux. Tous les pays qui sont demandeurs et qui disposeraient de l'existant, qui veulent le réfectionner, la FIFA mettra de l'argent à leur disposition. Mais c'est la FIFA qui sera maître d'œuvre, qui va suivre, qui va mettre son argent. Et dans la gestion derrière. Oui, après ça, fondamentalement, on verra. Moi, je crois très bien que l'exemple, la construction du stade, quand même, je pense que le financement, tout cela, ils doivent surveiller quand même ce financement de façon drastique. Mais oui, ce qui s'est passé avec le projet Gold. Déjà, vous parlez de cette fédération-là, je ne sais pas, l'étroitesse. Oui, non, moi je m'étonne parce qu'on a vu, je ne suis pas le seul à être parti au Cap-Vert, à être parti en Mauritanie, à voir tout ce qui se passe là-bas. Mais tu t'étonnes, comment se fait-il que le Sénégal, avec tout ce qu'il représente, qu'on puisse se retrouver, moi je l'appelle un poulailler, entre guillemets. Ce n'est pas digne d'une fédération comme la Fédération sénégalaise de football. J'ai entendu Senghor parler d'un hôtel fédéral, c'est bien. Parce que ce qui est le plus important aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un certain moment donné, et c'est ce qu'ils ont fait avec les petites catégories. Vous n'entendez plus les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal de football ont été cherchés dans tel hôtel. C'est important. Ce n'est pas normal que le Sénégal, l'équipe nationale A, puisse crêcher au niveau d'un hôtel de la place. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, on devrait pouvoir en disposer comme Clairefontaine, comme en Allemagne. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, la FIFA, elle est prête à mettre de l'argent, mais il faut aussi avoir de l'entre-gens, il faut avoir la capacité de mettre en place des projets bancables. Tout à fait. C'est ça le plus important. On peut toujours se projeter, puisqu'on a entendu aussi Matarba en parler, le fait de pouvoir candidater pour une CAN. Aujourd'hui, on va réfectionner le stade Léopold Sédar Senghor. A priori, on va construire le stade olympique. Demba Diop sera un stade de première génération. Déjà 3 infrastructures. Maintenant, à 24, 3 stades, ça ne suffira pas. Mais peut-être une co-organisation. Est-ce que le Sénégal peut se projeter sur une organisation de CAN? Je dois même dire que en 2025, si jamais la Guinée ne change pas de position, parce que je suis convaincu que la Guinée est incapable d'organiser une CAN en 2025, ce n'est pas possible. S'ils refusent la main tendue du Sénégal, il faut quand même en Afrique qu'on arrive à un certain moment donné, qu'on quitte cette bataille que se livrait entre Senghor et Sékou Touré. C'est d'y passer ça. Ah oui. C'est fini, ça c'est de la géopolitique. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans un embryon, dans une bulle. Non, ça ne marche pas. Les États-Unis, à eux seuls, peuvent organiser la Coupe du Monde.
à eux seuls. Le Canada à lui tout seul pour organiser. Le Mexique peut. Aussi, ouais. Mais ils ont fait ce qu'ils appellent le joint venture. Ils sont réunis pour battre le Maroc. Donc, je veux dire par là, nous au Sénégal, si nous remettons en place le stade fédéral, on réhabilite Iba Mar Diop. Tout à fait. On réhabilite Léopold Sédar Senghor. Peut-être pas. Si, c'est important. Parce que, attention, le stade de Mongomo n'a pas plus de place que le stade d'Embo Diop. Ouais, mais Attends, je termine par là. Non, je termine. Parce que ce que les gens oublient, la CAF ne demande pas que vous ayez 6 stades dans 6 régions. Le Caire, la seule capitale égyptienne, aurait pu organiser la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, à elle seule, à la seule capitale égyptienne. Donc si nous disposons aujourd'hui de cette infrastructure, que nous réhabilitons les autres et que nous construisons aussi d'autres stades, c'est possible au Sénégal tout simplement d'organiser. Mais moi, ce que j'aime dans la co-organisation, c'est bien, ça raffermit davantage les liens, ça huile davantage l'axe Dakar-Conakry. C'est important, c'est pourquoi je dis, il va falloir à un certain moment donné qu'on ait l'esprit de dépassement. Mais pour en revenir qu'on ne s'accouboute pas sur des détails, des batailles qui remontaient de 1960. C'est du passé, quoi. Mais pour en revenir à ce stade d'Embo Diop, en l'état actuel, dans sa configuration, dans l'endroit où il est-ce qu'on peut en faire un stade de dernière génération? Vous avez voyagé, vous avez vu beaucoup de stades. Et pourtant, un stade, ça demande énormément d'espace. Alors que Demba Diop, quand même, c'est... mais Diao, la seule... Il n'y a même pas de parking. Oui, d'accord. Il n'y a même pas de parking. Mais oui. Souterrain, Est-ce que peut-être qu'ils ont dépêché leurs experts, je ne sais pas, mais quand même, je trouve l'endroit extrêmement petit pour abriter un stade de dernière génération. Faites juste un distinguo. Si on veut appliquer à la lettre, je dis, la réglementation de la CAF, toute l'Afrique au sud du Sahara ne pourra jamais abriter un seul match. Aucun stade ne répond aux normes. Parce qu'un stade qui répond aux normes aujourd'hui doit avoir obligatoirement un ascenseur. Ça, c'est un. C'est la norme de la FIFA. Un stade qui répond aux normes doit penser à des gens qui sont sur des fauteuils roulants. C'est les stades aux normes. La FIFA ferme les yeux, la CAF ferme les yeux sur certaines choses pour qu'on puisse organiser. Le stade Léopold Sédar Senghor ne devrait pas être homologué. Mais si tu ne l'homologues pas, qu'est-ce que tu vas faire? On permet au Sénégal d'externaliser tous ces matchs. La Guinée fera de la même chose. Olympique qui va se... Non, mais je veux dire, ce que tu dois comprendre. Le stade flamand, le stade de dernière génération. Non, pas en seul. Oui, mais le stade de dernière génération que tu attends, c'est celui-là qui va arriver à Diamniadio. Non. Oui, mais les autres, parce que ce qu'il y a, c'est quand tu veux organiser la Coupe d'Afrique, quand l'équipe nationale du Sénégal va jouer, si jamais le Sénégal organise en 2025, forcément les Lions vont jouer à Diamniadio. Mais Léopold Sédar Senghor, tu vas le réfectionner. Il faut même le couvrir. C'est terminé de dire, vous avez payé 2000, il faut aller en tribune couverte. Les autres, là, il faut être sous la pluie. Tout ça, c'est fini. C'est-à-dire, il y a même les normes de droit de l'homme. Il y a des normes de sécurité. Il y a des normes de sécurité. Par exemple, je prends l'exemple du stade Félix Houphouët-Boigny. Mais ce stade-là, c'est pas un grand stade, un stade magnifique. Mais pour y accéder, tu vas faire pratiquement... C'est la croix et la bannière. 100 à 200 mètres avant d'accéder à l'enceinte. Il n'y a pas de maison aux alentours. Ah mais oui. Et ça, c'est extrêmement important. Ah mais non, mais si, quand même. Attends, le stade Houphouët-Boigny à Abidjan, il est encerclé que par des immeubles. Non, mais quand même, il y a énormément d'espace où il n'y a pas de... Oui, mais c'est la même chose que Léopold Sédar Senghor actuellement. Parce que quand même, Félicia, quand même, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Si tu veux parler... C'est énorme, mais quand même, l'espace est bien dégagé. Bon, je parle même pas des stades russes, quand même. Ça, c'est autre chose. Mais tu sais, Demba Diop a été fermé pour des problèmes de sécurité. Moi, je trouve l'endroit quand même trop exigu. À côté, il y a Marius Ndiaye, Demba Diop, les voitures... Oui, mais Diao, c'est toujours... L'espace sert de parking. Oui, mais il faut d'abord que tu aies la maquette. Qui est journaliste, il faut essayer de voir ce que le stade fédéral, qu'est-ce que ça va donner. On va pas tirer le plan sur la comète, on nous parle d'un stade de première génération. Donc, aussi bien souhaité par le président de la fédération et donc par le ministre des Sports, je pense qu'il faut laisser la place à l'imaginaire des architectes, en tout cas des experts qui travaillent autour de ce point. Moi, je pense que c'est pas grave. Donc,
A priori, si tout ça est en place, on pourra avancer sur... Voilà, exactement. On parle du tirage au sort aussi des poules pour Qatar 2022, puisque c'est aussi une actualité qui aura lieu demain après-midi au Caire. Donc, à cette occasion, les 14 équipes vainqueurs du premier tour et les 26 nations africaines, les mieux classées au classement FIFA, seront réparties en 10 poules de 4 équipes. Les équipes qui sortiront premières de chacune des 10 poules joueront un troisième et dernier tour en match de barrage pour déterminer les 5 équipes africaines qui iront au Mondial 2022. Alors avec vous, on va découvrir la composition des chapeaux. Vous dire que demain, vous aurez ce tirage au sort en direct sur la TFM à partir de 16h30. Donc vous avez dans le chapeau 1 l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Ghana, l'Égypte. Dans le chapeau 2, vous aurez le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Guinée, l'Ouganda, le Cap-Vert, le Gabon, le Bénin, la Zambie, le Congo, la Côte d'Ivoire. Dans le chapeau 3, vous aurez Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, Zimbabwe, Niger, l'Afrique centrale, Namibie, Guinée-Bissau. Et dans le chapeau 4, Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée équatoriale, Éthiopie, Libéria, Djibouti. Voilà, vous allez découvrir la composition des chapeaux. Évidemment, il y a toujours le The Worst, le tirage le pire et le meilleur. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, Abdoulaye, Ibrahima? Ibrahima, c'est assez reposé. Je pense que vous pourrez avoir la Côte d'Ivoire dans le chapeau 2 ou le Burkina Faso. Dans le chapeau 3, la Mauritanie, le derby de l'Afrique de l'Ouest voisin. Dans le chapeau 4, l'Angola, peut-être. Moi, je m'en remets à la performance de l'équipe du Sénégal, qui se porte très bien, qui a fait d'excellents derniers résultats, une bonne préparation à la CAN, une bonne performance à la CAN. Je pense que c'est aux autres équipes d'éviter le Sénégal. Oui, c'est vrai. Et je ne me fais pas de doute. Aujourd'hui, le niveau de notre football, le niveau de notre équipe nationale a atteint un top de performance et je pense que c'est pour moi l'occasion de le féliciter très chaleureusement. La désignation de Sadio Mané comme ballon d'or africain, c'est certainement une consécration individuelle de Sadio Mané, mais c'est une consécration de toute l'équipe et aussi de l'entraîneur. Très bien. Et je pense que quel que soit le résultat du tirage au sort, le Sénégal s'en sortir, on y arrivera. C'est vrai. Alors, cher, bon, allez. Ouais, bon, je pense que quand même, comme l'a dit M. Wade, quand même, le Sénégal et l'équipe a évité forcément, même si quand même un bon tirage aussi, ça aide toujours, hein, parce que là, souvent ça donne même, ça te permet de te projeter lors du, je sais pas, des dernières éliminatoires. Après le tirage, tout le monde a vu que on est qualifié, le chemin est balisé, même si après ça s'est compliqué en cours de route. Il y a eu ce match à rejouer quand même qui nous a beaucoup aidé. Mais quand même, c'est la Coupe du Monde, hein, pour y aller, il faut battre les meilleurs. Il faut battre les meilleurs. Alors Abdoulaye, Ah, mais je ne sais pas comment il a fait, hein. J'allais dire la même chose que lui. Je ne sais pas où est-ce qu'on dirigeant au président équestre qui parle aussi bien du football. Moi, mais je ne suis pas quand même de ceux qui pensent que oui, vous devez aller à la Coupe du Monde, il faut toujours battre les meilleurs. Un bon tirage, c'est toujours bien. Aliou Cissé, je souhaite vraiment qu'il reste ce garçon béni, comme il le dit lui-même. Depuis qu'il est là, les tirages au sort, que ce soit pour les éliminatoires de Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, que ce soit en phase finale, il a toujours bénéficié d'une main. Voilà. Heureuse. Donc ce serait bien que le Sénégal. Parce que c'est important. Moi, je suis convaincu que si on retourne à la Coupe du Monde 2022, on va à United 2026, on va à la Coupe du Monde 2030, on continue dans cette bonne gestion. C'est ça le plus important. On continue dans cette on poursuit dans cette bonne gestion. Parce que c'est important quand même de dire que les finances publiques au niveau de la fédération sont très bien tenues. Nous sommes journalistes, il faut le reconnaître. Je suis sûr et certain qu'on gagnera la Coupe du Monde 2034. Juste, non, même si tu n'organises pas. Je veux dire, moi, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que la fédération n'aura plus besoin de tirer, de prendre l'argent du contribuable, lui, ici, des avions à 300 millions. Non, non, non. Tu vas être, ça commence très bien. Donc, je pense que, et là, je reviens.
rapporte plus d'argent que... Oui, une Coupe du Monde rapporte plus d'argent rien que gagner la CAN. Rien qu'une qualification, tu as touché 5 milliards presque. C'est vrai. Premier tour, tu es rentré, tu reviens avec 5 milliards. C'est pourquoi je dis que l'idée de Matarba devrait être portée par l'ensemble des ministères des Sports. Qu'on revoie aussi ce qui se passe avec la FIBA. Ça n'a pas de sens. Que vous dépensez 1 milliard, vous devenez champion d'Afrique de basketball, vous revenez avec un pot. Qui est mieux même que celui que mon ami Seydina Diagne pourrait mourir pour l'île finale de l'ANPS. Ça, c'est la catastrophe. Vous ne pouvez pas devenir champion d'Afrique, vous rentrez 0 francs avec un trophée. Vous vous qualifiez à une phase. Abdoulaye Diaw le dit souvent sous une boutade. Je préfère me qualifier à une phase finale de Coupe du Monde, éliminer au premier tour, que de remporter le trophée continental de football. De basket. Ça n'a pas de sens. C'est à juste raison. Si on est régulièrement jusqu'en 2030, la fédération aura une autonomie financière. On fera comme Noël Le Graët, on prendra l'entraîneur qu'on veut. S'il ne nous plaît pas, on le dégage, on le donne un chèque. Mais aujourd'hui, si vous voulez vous séparer de votre entraîneur, vous êtes un tiers employeur. Mais celui qui paye, c'est l'État. Il va falloir aller voir l'État pour lui dire, mais moi je veux me séparer de l'entraîneur, mais il y a quand même 2 ans de contrat, qu'est-ce qu'on doit faire? Si l'État pense que je dois donner 100 millions, il va dire non mais écoute, 100 millions quand même, laissez-le terminer encore une année et après on va continuer. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Ça n'a pas de sens. Il y a des enjeux à la fois sportifs et financiers, mais aussi il faut juste qu'on découvre. C'est important toujours pour se projeter les matchs, à quelle période ils vont se jouer. Parce que justement, on va en parler dans un proche futur. La CAN a encore été changée, la date de la CAN plutôt a été changée. Et du coup, vous découvrez, on devait jouer la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de mars. Ça a été décalé au mois d'octobre. Et donc voilà, ainsi suit le mois de novembre pour la deuxième journée 2020-2021 jusqu'en octobre 2021. Donc pratiquement une année pour jouer ces éliminatoires. Il restera encore les matchs de barrage. Et ce qui nous permet, Abdoulaye, de parler de ce changement de date intervenu au niveau de la CAN 2021. Ce ne sera plus en été, comme ça l'a été durant la CAN 2019, mais au mois de janvier, pour des raisons météorologiques, en concertation entre les autorités de la CAF et les autorités camerounaises. Évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre. Quel est votre point de vue sur ce changement encore, ce yo-yo de changement de date sur la CAN? Je crois que votre question d'ailleurs montre le problème qu'il y a aujourd'hui. En Afrique, il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, je pense que c'est une catastrophe. Très franchement, j'ai beaucoup aimé le courage d'Ahmad qui est quand même allé au front pour affronter un baobab que constituait Issa Hayatou. C'est tout un mérite parce que personne n'avait le courage d'aller vers Hayatou. Mais depuis qu'il est là, je crois que le football africain est dans une zone de turbulence. C'est extrêmement dangereux. Je le dis parce que je ne pense pas que c'est en ce moment-là qu'on savait qu'il y a des conditions climatiques au Cameroun qui nous empêcheraient de jouer au mois de juin et juillet. Ça, c'est connu. Ça, c'était connu depuis très longtemps. D'ailleurs, Diao a eu l'intelligence d'organiser un débat dans ce sens ici. Même, on en a parlé. Ce que je ne comprends pas, je peux comprendre une seule chose. Il y avait quand même un dilemme des joueurs africains. À chaque fois qu'il y a une compétition de Coupe d'Afrique, tout le monde sait, sur les plans des statistiques, les clubs employeurs rechignent à contracter avec les joueurs africains. Et certains d'entre eux qui n'ont pas de place garantie à la trempe de Sadio Mané, Mo Salah, Didier Drogba et tout, vous pouvez vous absenter 2 semaines, vous revenez, vous retrouvez votre place. Ça c'est clair. Mais tout le monde n'est pas ces jours-là. Oui, ce cas-là, il se posait. Mais aussi, l'Afrique a une réalité. Cette réalité, c'est qu'on ne peut pas jouer dans certaines parties de l'Afrique une CAN en juin, juillet. Et malheureusement, c'était une pression qui avait été exercée sur Hayatou, qui a toujours freiné des 4 fers. Ils l'ont obtenu avec Ahmad. Et bizarrement, lors d'un symposium où aucun président de fédération africaine n'a levé le plus petit doigt pour attirer leur attention. Aujourd'hui, on nous dit oui, c'est des conditions climatiques, mais la réalité n'a rien à voir avec ça. La réalité, c'est que la FIFA, qui est en guerre contre l'UEFA, effectivement, qui a mis en place sa Ligue Pro, sa Ligue des Champions, plus la Ligue des Nations. Aujourd'hui, ils sont allés chercher de l'argent avec les Chinois, qui ont mis énormément d'argent dans la Coupe du Monde des clubs, qui doit se tenir en Chine. Et la FIFA a choisi les mêmes dates que la CAF était obligée de se réajuster. Donc il faut qu'on nous arrête d'insulter notre intelligence en nous parlant de conditions climatiques, de ceci ou cela. Ce n'est pas possible. Et ce qui est grave, c'est un précédent extrêmement dangereux. Moi, je veux vraiment
pour le respect de cette institution que constitue la CAF, qu'on fixe définitivement, qu'on nous dise que la période de la CAN, c'est en janvier, février, et qu'on arrête avec les terminologies, glissement, flexibilité, conditions climatiques, ça ne nous sert à rien. On devient la risée de tout le monde. Ce n'est pas possible qu'on continue dans cette logique-là. Ça n'a pas de sens. Et en plus, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est que cette histoire n'est pas finie, parce que déjà, du côté de Liverpool, on commence à jaser. Imagine, oui, mais c'est Salah, Keita, Mané. Mais non, ça c'est tout à fait normal. Je donne juste un exemple. En 2002, moi je suis convaincu que nous étions la CAN en 2002. Lens allait être champion de France. Parce qu'il y avait un contingent extrêmement important d'Africains composé de El Hadji Ousseynou Diouf, Ferdinand Coly, Pape Bouba Diop. Au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, il y en avait Pape Sarr aussi. Il y avait au niveau du Mali, il y avait Seydou Keita, il y avait des Nigérians qui étaient dedans. Tous sont partis à la Coupe d'Afrique et on laissait une équipe complètement décimée. Lyon en a profité pour décrocher son premier titre. Ça, c'est une chose qui est vraie. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi aussi on a voulu augmenter. C'est-à-dire, on reste à 16. On reste à 16 parce que quand vous allez à 24, vous jouez pendant plus d'un mois. Parce qu'il y a la phase préparatoire et ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, pour ça, moi, ça ne m'étonnerait pas. Aujourd'hui, que les clubs européens, disent à la FIFA, à la CAF, faites ce que la FIFA a fait avec nous. La FIFA, quand elle, par sa propre erreur, parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La FIFA devait organiser sa Coupe du Monde au Qatar en juin-juillet. Juin-juillet, tu ne peux pas jouer au Qatar, il fait 50 degrés à l'ombre. Ils ont ramené leur Coupe du Monde au mois de novembre-décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la FIFA qui a décidé d'elle-même d'indemniser les clubs européens employeurs. Mais vous ne pouvez pas prendre Sadio Mané pendant 40 jours et vous le dites, et vous le mettez dans une situation très inconfortable. Si Sadio Mané dit « je reste avec mon club qui m'emploie », le Sénégal va lui tomber dessus. Si le Sadio Mané laisse son club en pleine Ligue des Champions, en plein championnat, mais ce n'est pas sérieux. Vous savez, au niveau du basket, on est passé de 2 ans à 4 ans pour l'afro-basket. Est-ce qu'on est à l'abri de ça en football? Je vous ai dit tout à l'heure, le combat des clubs européens, c'était deux choses, la période et la périodicité. Et Ayatou a toujours fait des cas de fer sur la période. La périodicité, si jamais on passe de